Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 8h36. Et voici sur Europe 1 la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, on entend l'indignation en une des journaux. D'abord contre ce conflit qui s'invite dans la capitale. La Nouvelle République, le Kurdistan, frappé en plein Paris. Et puis indignation aussi devant le cas de cet enfant dont les parents n'avaient pas payé la cantine. Le républicain lorrain, une fillette de 5 ans arrêtée à la cantine. Et puis alors qu'est-ce qui se passe? Vous faites grève ce matin, Natacha? Bah oui, non parce que je pourrais vous parler, mais encore une fois, des articles sur la future manifestation contre le mariage gay. Alors le portrait de Brigitte Bardot par exemple, la tribune de François Fillon dans le Figaro, mais alors honnêtement, très honnêtement, je sature. Donc on va parler d'autre chose. Tenez, par exemple la négociation sur l'emploi. Et le plus intéressant ce matin est dans les Échos. La colère des artisans face au MEDEF, qui est résumée par le communiqué de l'Union professionnelle artisanale. Non seulement l'immense majorité des entreprises seront partiellement ou totalement privées des nouvelles souplesses accordées en matière d'emploi, mais elles supporteront l'essentiel des surcoûts générés par l'accord. Il faut lire l'éditorial de Denis Daumain dans la Nouvelle République du Centre. Il nous parle de ces artisans en colère. À la fin des fins, il s'agit toujours de payer, or ils n'en ont plus les moyens, contrairement aux très grands adhérents fleurons du patronat français. Et l'éditorialiste nous le rappelle, éreinté par la crise, l'artisanat, première entreprise de France, a perdu plus d'emplois ces 6 derniers mois que PSA, Mittal et Petroplus rassemblés. Oui, Où a-t-on parlé de cette hécatombe muette ? Alors entre les syndicats qui mettent tous les patrons dans le même panier et des grands groupes qui pourront toujours pratiquer l'optimisation fiscale, il y a comme une alliance objective sur le dos de ceux qui sont quand même les premiers créateurs d'emplois en France. Alors à propos d'impôts, c'est vrai qu'on dit régulièrement qu'on a assez peu de chiffres, assez peu de statistiques. Là pour une fois, on en a un, donc on va pouvoir en profiter et vous expliquer ça. Il y en a dans les Échos et c'est le premier bilan de l'Exit Tax qui impose depuis mars 2011 les plus-values latentes des candidats au départ. Alors ils sont 128 à être concernés, c'est rien du tout. Et puis c'est uniquement sur les 9 premiers mois de 2011 pour l'instant. Et bien tenez-vous bien, ces plus-values qui ne sont pas encore réalisées mais potentielles s'élèvent à 1,4 milliard d'euros. Bon, mais je vous conseille surtout ce matin la double page du Monde sur l'impôt et la justice fiscale, des tribunes de différentes personnalités qui plaident pour ou contre la taxation très forte des hauts revenus. Juste, injuste, efficace, pas efficace. Il y a un texte très intéressant sur la Suède. Et puis surtout, on notera le texte de James Galbraith, lui aussi économiste, qui établit une distinction entre les revenus de ceux qui ont gagné leur argent grâce à leur talent, par exemple un Gérard Depardieu, et des patrons de grands groupes qui se sont appropriés le fruit d'une réussite collective. Avec cette remarque donc de l'économiste, on ne peut reprocher à Gérard Depardieu de refuser de sacrifier sa fortune pour que François Hollande puisse prétendre respecter l'absurde cadre budgétaire prescrit par le traité de Maastricht. Alors ça nous rappelle ça, que l'impôt, comme tout équilibre social, repose essentiellement sur le consentement de tous et donc sur un consensus politique. C'est exactement ce qui nous manque. On en a beaucoup parlé depuis le début de la matinée sur Europe 1. C'est une décision, une expulsion même à Boulogne-Billancourt de plusieurs familles. Et en fait, c'est le Parisien qui révèle cette affaire. C'est à la une du Parisien. C'est la une double page. Donc l'histoire, c'est cette action d'une société HLM qui a été validée par la justice pour expulser les parents de jeunes délinquants qui, il faut le dire carrément, pourrissaient la vie de la cité. Alors le débat est fondamental et d'un côté le journal nous cite des riverains qui n'en peuvent plus, qui parlent d'un enfer, qui dénoncent des parents qui savent ce que font leurs enfants et qui devraient exercer leurs responsabilités. Et puis de l'autre, on a les frères, les sœurs, les parents de ces jeunes qui sont sans solution pour se reloger, qui parlent de double peine et de leur incapacité à agir. C'est un dilemme où nous conduit en fait l'absence de réponse pénale efficace et rapide face à une petite délinquance qui est totalement sûre de son impunité. Et face à ça, on a la lassitude, le silence, la peur et surtout la faillite de l'État. Alors on reste dans le domaine de la famille avec une étude sur les mamans, sur les mères françaises. Mais oui, c'est dans le magazine Elle, c'est très rassurant. On nous dit que les mères françaises sont celles qui élèvent le mieux leurs enfants. Celle qui le dit, c'est une journaliste américaine qui publie un livre là-dessus. On a des mères moins culpabilisées pour des enfants qui font leur nuit plus tôt, qui se tiennent à table et qui partagent le repas familial. Vous êtes sûr de votre coup? Mais oui, ça s'appelle un cadre éducatif. Alors ceux qui le prônent se font traiter de réac depuis des années, mais visiblement, ça a l'air de plaire à d'autres. Alors, si vous ne reconnaissez pas tout à fait votre progéniture dans la description en question, vous lisez, en plus de l'interview, le supplément du docteur Aga, Alix Giraud-Delin. Parce que la journaliste américaine explique, par exemple, que les parents français se retiennent de répondre aux pleurs de leurs enfants qui, du coup, se rendorment facilement selon les cycles du sommeil. Comment faire pour que ce soit vrai? Prescription du docteur Aga, respecter le cycle de vie des piles du babyphone. On en met des neuves lorsque l'enfant paraît et quand elles sont à plat,
on les change pas. Alors, si vous suivez les prescriptions, vous pouvez aussi vous réjouir de l'exception culturelle française. Celle-là, elle est belle. Le clin d'œil du jour. Dans Aujourd'hui en France, c'est une petite brève qui est consacrée au colis de Noël de la ville de Dole destiné aux personnes âgées. Et alors la scandale, cette année, la bouteille de crément a été remplacée par de la limonade. Le motif, c'est que certains vieux sont interdits d'alcool et donc monsieur le maire a préféré une limonade fabriquée dans le Doubs, notez bien. D'où les protestations de certaines personnes âgées. Il y a même eu des renvois de 3 colis. Vous voyez finalement, tous ces sujets-là nous parlent de la même chose. Face à l'impôt, face à la délinquance des jeunes ou face au crément dans les colis des personnes âgées, la justice et l'équité, c'est un vrai casse-tête. Merci Natacha Polony.